dans ton marché à toi, quand on parle d'un marché d'entrepreneurs, les professionnels établis, quand on pense d'exécutifs, tu sais, toi, c'est vraiment cette clientèle-là qui t'excite. C'est ça, c'est les gens que t'aimes aider, pas que t'aimes pas aider les milieux familiales. C'est pas ce que parce qu'ils le voient plus comme une stratégie, oui, c'est pour ça. Exact. Aujourd'hui, je suis avec Marianne Ringuette, que vous avez appris à mieux connaître dans le dernier épisode que j'ai fait avec elle. Puis, le sujet que je voulais ramener aujourd'hui, c'est que quand je t'ai introduit dans le premier épisode qu'on a fait ensemble, j'ai mentionné que tu avais la relève des jeunes conseillers à cœur, que tu aides beaucoup les conseillers en démarrage. J'ai partagé aussi un petit peu que tu as été un point pivot dans ma carrière. Puis encore à ce jour, on se consulte, puis tu m'aides beaucoup à brainstormer, puis à penser outside the box aussi. Puis je me demandais d'où ça vient, ça, ce sentiment-là de vouloir aider la relève, les jeunes. Qu'est-ce qui vient te chercher autant que ça là, pour que tu t'impliques comme ça? C'est une bonne question. En fait, j'y avais jamais vraiment pensé, mais je pense que ça part probablement du fait que, j'ai commencé vraiment jeune dans l'industrie. Puis comme toi, j'ai commencé dans le milieu captif. Donc, je suis pas allée en courtage dès le départ. Puis quand j'ai commencé, j'étais très micromanage. J'ai reçu beaucoup d'aide de ma directrice. J'avais besoin de ce type de management-là parce qu'évidemment, j'étais tellement jeune. Mais l'aspect formation, l'aspect accompagnement, où est-ce que je m'en allais, c'était quoi mes buts, ça n'a jamais été abordé avec moi. OK. Dans aucune de... Non. En aucun temps, ça a été abordé. C'était pas une priorité. Je pense pas que c'était important. C'était vraiment... il y avait des concours de vente. Ils voulaient que je fasse X nombre de ventes. Puis maintenant que je pense à ça avec du recul, j'ai tellement pas envie que mes conseillers vivent ça. J'ai vraiment envie qu'ils voient ça au sérieux, qu'ils voient ça comme leur entreprise, que c'est leur carrière. Puis c'est difficile parce que vous êtes à votre compte. Vous êtes soit travailleur autonome, vous êtes soit incorporé, peu importe votre statut, mais vous êtes toute seule. Fait que j'ai l'impression... Des fois, ça vient me chercher. Là. Quand je t'avais vu, pour pas mais citer... on peut, tu peux, on va faire, ça va aider les gens à mieux me connaître aussi. Garde-toi, ménage-moi pas. En fait, je pense que, comme on dit en anglais, comme you needed to be humbled down a bit. T'étais très cocky, puis c'est normal, tu commences en carrière. T'étais quand même assez cocky. Mais outre ça, j'ai vu que t'étais perdu. Là. Je sentais que y a personne qui prenait le temps de savoir c'est quoi que tu voulais. Puis si on prenait le temps de savoir c'est quoi que tu voulais, t'avais pas beaucoup d'intérêt pour le marché familial, du moins c'est ce que j'ai ressenti. Ton intérêt était vraiment majoritairement envers les entrepreneurs. Tu te voyais loin, tu visais loin, puis je sentais que t'avais pas du tout cet accompagnement-là. Puis c'est ça qui a fait que tout de suite, on dirait que t'es venu me chercher. J'ai dit, OK, mais... Je sais pas, j'ai senti que je pourrais... Oui, I could relate, exactly. Puis je sentais qu'on pourrait travailler ensemble. Ouais. Puis je pense aussi, c'est un peu ce qu'on a parlé dans le dernier épisode, là, c'est un peu aussi ce que ta vice-présidente a vu en toi aussi, là, a voulu investir en toi, puis a voulu t'aider à développer ton plein potentiel. Puis c'est un peu aussi l'idée pourquoi est-ce que j'ai voulu lancer le podcast Outside the Box, parce que, comme j'ai déjà expliqué, on assiste à beaucoup de formations que je sens que les gens doivent savoir, mais aussi... moi, j'ai un déclic qui s'est fait comme en 2015, à peu près. J'ai lu Rich Dad Poor Dad. Genre, tu m'en as parlé. Tu m'en as parlé mais c'est là mon amour pour l'entrepreneuriat, où est-ce que ça a décliqué de voir comme si tu t'instruis sur la fiscalité, tu t'instruis sur comment l'argent fonctionne, tu t'instruis sur différents types de revenus, différents types d'actifs, toute cette éducation-là financière que tu peux aller chercher, elle t'amène ailleurs. Puis ça veut pas dire que tu es obligé de l'appliquer. Je prends l'exemple de mes enfants. J'ai amené mon fils à un enregistrement de podcast. Je l'ai amené visiter un bloc avec nous autres. Il y a une journée qui est en pédagogique, j'ai montré comment je tradais. Pas parce que je veux y mettre dans la gorge, mais je veux lui donner un coffre à outils qu'il va pouvoir utiliser à sa guise en se disant, écoute, moi, ça fait un bout, ça m'intéresse. Mon père me l'avait montré quand j'étais jeune, puis il me l'a montré d'une façon sans... j'ai pas un intérêt à aller chercher. Ce serait cool qu'il reprenne ma business, puis peut-être pas non plus. Je sais pas comment il va être quand il va être adulte. Mais de fournir les bons outils, puis de donner, dans le fond,
vraiment ça, le coffre à outils ou une place de référence que les gens peuvent aller chercher. Comme tu as dit, la formation, il faut qu'on en donne à la relève. Puis, il y en a de plus en plus. Là, la transition, elle se fait en ce moment là, dans le domaine des services financiers. Ça prend de la relève. On sait qu'il y a beaucoup de conseillers qui sont d'un âge avancé puis qui vont éventuellement... Qui n'en ont pas de relève. C'est malheureux, mais qui n'en ont pas de relève ou qui se sont pris vraiment très tard. Il n'y a comme pas de transition. C'est une vente de book, c'est une vente de business, mais il n'y a pas de transition qui se fait entre le nouveau conseiller et l'ancien conseiller. Donc, en effet, on est pris là-dedans présentement. Là. Puis, comment est-ce que tu pourrais pas convaincre, mais qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont intéressés par le domaine, qui peut-être qui sortent de l'université puis qui ont envie de commencer? Est-ce que tu aurais des conseils à donner? Qu'est-ce que je dirais? En toute honnêteté, pensez-y 2 fois. C'est pas... est-ce que je recommencerais? Non. Si tu me demandes, là, en 2023, ça a été tellement dur. Là. Puis d'ailleurs, en m'en venant à Saint-Jean, quand j'étais en voiture, je suis pas venue seule là, dans le studio. Là, je suis accompagnée d'un stagiaire chez RBC. Puis on parlait, puis... Salut Thomas. Salut Thomas. Mais ce que je disais à Thomas, c'est que moi, quand j'ai commencé, là, je faisais vraiment pas beaucoup de sous. Là. Mais vraiment pas beaucoup de sous. Là. Mon revenu annuel, là, je le gagne carrément en 1 mois maintenant. Là, pour te dire. Là. Donc, je faisais pas beaucoup d'argent. C'était tellement difficile. J'arrivais jamais à fermer mes fins de mois. Ça n'a pas été facile. Puis ça n'a pas été seulement 1 an. Là. Ça a été plusieurs années. Fait que j'ai dû grinder. Là. Puis j'avais pas les outils que j'ai maintenant. J'avais pas la maturité que j'ai maintenant. Je mettais pas d'argent de côté. Je savais même pas qu'il fallait que je mette des sous pour payer mes impôts, là, pour te dire. T'avais-tu un conseiller financier dans ce temps-là? Ben non, exactement. J'en étais une, tu sais, cordonnier mal chaussé, là. Mais bref, ça a été tellement tough, là, que non, je recommencerai pas. Ça a été terrible pour moi. Quand j'y repense, ça me stresse, là, ça me donne des frissons. Là. Ben, je suis content que tu en parles, puis c'est ça, l'idée, c'est qu'on veut du real là, sur le show, puis j'ai un parcours, moi aussi, un peu là, difficile au départ, là, mais moi, j'avais acheté l'entrepreneur lifestyle, tu sais, fait que moi, je m'en prenais du temps à moi vu que j'étais mon propre boss. Puis après, j'ai réalisé que je faisais pas d'argent. Après, j'ai réalisé que dans le fond, mes actions correspondaient à mes revenus. Fait que j'ai évolué puis j'ai mis en place une certaine discipline. Puis est-ce que tu dirais que c'est ta discipline, en fait, qui a fini, genre que tu as réussi à percer ton plafond de verre là, puis à passer à l'autre niveau? 100%, j'en avais pas de discipline. Si tu recules 16 ans en arrière, je suis pas quelqu'un... En fait, oui et non. Je suis quelqu'un qui peut être très discipliné. J'ai fait de la musique classique longtemps, donc j'ai longtemps été habituée de devoir pratiquer, me lever plus tôt que tous les enfants de mon âge. Ma mère, elle faisait son Stairmaster. Moi, je pratiquais mon violon à côté. Donc, la discipline, ça fait partie de ma vie. Par contre, quand il s'agissait de ma carrière, tout comme toi... Bon, c'est ma propre business. Je fais ce que je veux quand je veux. C'est pas important de se lever de bonne heure. Donc, on dirait que j'avais pas... Tu sais, c'est une chose de gérer ta business, mais il faut que tu te gères toi aussi. Il faut que tu fasses du sport, il faut que tu ailles t'entraîner, il faut que tu fasses attention. Donc, tu sais, j'arrivais comme pas à gérer ma vie autour de ma carrière. Donc, je te dirais qu'encore une fois, c'est depuis que je suis à RBC que j'ai été capable de reprendre le dessus. D'éventuellement, il y a aussi la pandémie qui a aidé, je pense, là, à faire attention à sa santé. Je sais bien que les gyms ont fermé, mais il y avait quand même des plans B, là, des alternatives à recommencer à courir. Puis bref, ça m'a permis de comme retrouver un équilibre, mais de remettre ma discipline. Donc, de me lever, tu sais, moi, je me lève à 4 heures tous les matins, c'est non négociable. Je suis quelqu'un qui aime ça avoir beaucoup d'habitude parce que Dieu sait que dans notre carrière, des fois, c'est difficile il y a beaucoup d'impondérables. Hein? Il y a beaucoup d'événements extérieurs qui peuvent venir interrompre ton plan. Tu penses que ta journée va être comme ça. Je vais venir au studio à Saint-Jean. Il y aura non. Puis là, je vais revenir, je vais dans le trafic, je vais être en retard à mon meeting. Puis là, tu sais, il y a tellement de choses que je contrôle pas qu'en me levant à 4 heures, j'arrive à contrôler cette partie-là de ma journée. Je me lève à 4, à 4h45, je me stationne au gym, à 4h50, je rentre dans le gym. Tu sais, je suis quelqu'un qui aime ça, avoir ses petites habitudes le matin, je sais exactement ce que je fais, à quelle heure, jusqu'à... Donc ça vient me rassurer, ça part bien ma journée. Ça fait aussi que je suis capable de donner mon 110% à mes courtiers. Tu sais, quand j'arrive vers toi, je suis de bonne humeur, I'm fresh, tu sais, ça fait pas une demi-heure que je suis debout, là. Non, moi ça fait des fois 4 heures. T'es pas dans le col, là? Non, moi ça fait 4h30 que je suis debout quand je vous vois, là, tu sais, quand je commence, là. Donc, j'avais écouté je pense que c'est un podcast là, qui disait que c'est justement le matin, c'est ton moment de la journée que tu maîtrises le plus. Où est-ce que c'est ta zone, you own your day.
in the morning. C'est vraiment... Il y a moins de chances que quelque chose vienne interrompre ce moment-là versus les gens, par exemple, qui vont faire leur sport le soir. Ben, il va avoir un 5 à 7, tu vas prendre un verre de vin, tu vas faire... Donc, ils disent souvent que les gens qui ont leur petite routine le matin, il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait des impondérables qui viennent... Qui viennent t'arrêter. Ben, j'imagine, parce que quand je me lève à 5, j'ai de la misère à prendre jusqu'à 9h30 le soir. En effet, je me couche à 9h30 le soir. Ouais, c'est ça. La semaine, j'ai une vie le week-end, on s'entend, mais la semaine, je suis drillée. Oui, c'est clair. Puis, est-ce que, tu sais, tu sembles dire que dans ta vie, en général, tu as de la discipline dans plusieurs aspects de ta vie. Est-ce que, tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas une méthode, là. Il y en a plusieurs, puis chacun trouve la sienne. Mais je suis curieux de savoir ton opinion. Toi, est-ce que tu penses, justement, tu sais, que tu peux avoir une zone, puis après ça, tu sais, mettons juste la discipline dans ta carrière, puis niveau alimentation, puis activité, tu sais, que c'est pas grave, quand tu rentres dans la zone, tu es discipliné, ou est-ce que tu penses que ça doit être un rythme de vie, carrément, la discipline? C'est comment est-ce qu'on la bâtit? C'est vraiment une bonne question. C'est vraiment tough d'être nivelé, puis tu sais, de vraiment le faire sur tous les volets de sa vie, puis je l'ai vraiment pas toujours fait, là. On dirait que je pouvais avoir beaucoup de succès dans ma carrière, puis ma vie personnelle, ça avait aucun bon sens, là. Puis je te dirais que c'est dans les dernières années que j'ai réussi à avoir cet équilibre-là, mais je l'ai vraiment pas toujours eu, là. Je serais tellement de menteuse de dire que j'étais quelqu'un d'équilibré, puis non, vraiment pas. Je suis pas quelqu'un qui est naturellement équilibré. Je suis hyper intense dans tout ce que je fais, puis donc mais j'aime ça. Moi, je suis intense aussi. Ben, t'es un intense aussi, intense exact. Aussi. Mais toi, d'ailleurs, puis toi-même, tu le disais quand on a dîné ensemble récemment, puis t'as besoin d'aller au gym justement pour te recalibrer, t'as besoin parce que sinon tu pars dans tes t'es trop intense. Puis en fait, est-ce qu'on peut être trop intense? Je sais pas, mais je pense qu'on tomberait probablement les deux dans cette catégorie-là. Je pense que c'est un don en soi, là. C'est un peu comme il y a certaines personnes qui sont TDAH ou hyperactifs qui savent s'en servir d'une façon où est-ce que, mettons, faut qu'ils se mettent des repères là, pour pouvoir éviter, ils veulent aller plus vers des méthodes naturelles que la médication, ils se trouvent des repères puis des outils, mais ils finissent qu'ils ont des structures ou des méthodes là, tellement efficaces là, qu'au final, si tu sais t'en servir, ça peut te permettre de... Je prends l'exemple de, mettons, moi, je suis intense. Quand je suis high en tabarnak. Puis quand je suis down aussi, tu sais. Fait que j'essaie de être... De réaliser quand ça arrive que je suis down. Je suis slow down un petit peu, là, mais quand je suis high, là, je le sais, puis c'est le temps d'ouvrir les valves, là, parce que c'est là où je peux faire l'extra miles. Honnêtement, c'est drôle. J'ai eu cette discussion-là récemment. Je pense que c'est avec ma vice-présidente. Je dis, des fois, là, je me sens comme si j'étais pas normale, là. Il y a des jours, là, en fait, en règle générale, quand je me lève le matin, là, I'm ready to take on the world. Moi, là, c'est vraiment... Je suis rarement de mauvaise humeur. Comme quand je me lève, là, je suis comme, OK, let's go, là. Aujourd'hui, je vais rencontrer ce courtier-là. J'adore le rencontrer. Je le trouve motivant. Il m'inspire. Mais là, on va dire que j'arrive, je regarde mon rapport des ventes ou j'ouvre une décision pour un gros dossier corporatif. Puis là, je dis, ah non, il va falloir que je dise à Hugo que son dossier... Il a été refusé, puis c'est de la grosse prime. Ça, là, ça va venir me jeter à terre, là. Puis là, je suis d'humeur massacrante. Fait que, oui, je trouve que notre humeur ou notre... en cause des ventes, les ventes, ça vient jouer dans l'émotif, là. C'est émotif parce que, tu sais, il y a quand même une certaine séduction dans la vente, là, si je peux dire ça. Tu sais, c'est... T'es à l'écoute de la personne, tu poses des questions, tu t'intéresses, tu veux satisfaire ses besoins, tu veux y apporter des solutions. Mais tu peux pas toujours, c'est ça l'affaire. C'est que, tu sais, dans un monde idéal, j'approuverais tous tes clients, mais la réalité, c'est non. Tu sais, il y a une étude financière, il y a une étude médicale, il y en a qui vont pas se qualifier, il y en a malheureusement qui ont des problèmes d'assurabilité. Ils étaient invalides la semaine passée, ils ont fait une dépression majeure. Bref, il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer la décision, mais ça va jouer sur mon moral beaucoup. Ça va vraiment jouer. Ben oui, je vais te décevoir. Je t'appelle, puis je l'entends dans ta voix, je le sais que tu recevras pas la commission qui est associée à ça. Moi non plus, je la recevrai pas. Donc, il y a ce que tu dis, là, de quand t'es vraiment high, puis quand t'es vraiment low. Ben, moi, je peux vivre ça dans une journée 5 fois. C'est terrible. Ben, tant mieux, parce que tu peux peut-être partager aux gens qui nous écoutent, qui relate à ça. T'as-tu trouvé des trucs que t'es capable d'utiliser pour te remettre un petit peu comme, mettons, 100%. J'avais écouté dans un podcast, il disait t'as le droit à 5 minutes.
Si tu veux, genre... Ben voyons donc, tu vis dans mon esprit. C'est ça que t'allais dire? Moi, c'est ma façon de vivre, autant dans ma vie personnelle, autant si je sais pas, moi, je fréquente un gars, puis là, il arrive une situation. Moi, là, puis ça, là, c'est une femme dans l'industrie, elle s'appelle Nathalie, je vais pas nommer son nom de famille. Elle me disait toujours ça quand j'étais jeune. Elle disait, arrête de mariner comme un vieux pickle dans le vinaigre. Puis j'étais comme, pardon. Elle dit, ouais, sors toute ton émotion, là. Prends ton 5 minutes, là, mets-toi un sourire d'en face, puis go. Ouais. You know, like, do what you gotta do. Puis elle avait tellement raison. Puis d'ailleurs, elle est toujours dans l'industrie, Nathalie. Puis elle a beaucoup de succès, d'ailleurs. Mais ça m'a toujours marqué qu'elle dise ça. Donc, je prends mon 5 minutes, je vis ce que j'ai à vivre, mais après ça, on n'en parle plus. Let's go. Ouais. On passe en mode solution. Puis ça, je l'ai fait dans ma vie privée. C'est autant au niveau de mes relations personnelles que dans ma vie professionnelle. Je suis en... Je vais vivre l'émotion, mais après ça, passe un autre numéro, ma belle. Va en chercher un autre. Puis c'est ça dans notre industrie. Hein. Ton succès... Tu peux pas le vivre ad vitam aeternam. Non. Tu peux pas être comme sur ton hype pendant une semaine parce que tu sais quoi, pendant ce temps-là, là, tu plantes pas d'autres graines, mon ami. Là. Ouais. Donc, il faut toujours que tu remettes la machine à zéro. Puis ça, c'est tough. Parce que quand tu fais un gros coup, t'as le goût d'être high toute la semaine. T'as le goût de faire le party toute la semaine parce que t'as fait une grosse vente, t'as fait une grosse planification. You shine, you're on Yeah, top. but you can't. Ouais. C'est comme, vis-le ton 5 minutes, puis après ça, passe au prochain. Ouais. Puis ça, c'est mon père. Mon père, c'était un promoteur immobilier. Il était dans l'immobilier une grosse partie de ma vie. Puis papa, il avait remarqué qu'à chaque fois que je l'appelais pour dire, papa, j'ai fait telle chose ou j'ai signé tel contrat, il disait, OK, c'est cool, Marianne, c'est bon. Mais là, c'est parce que ça fait 3 jours de suite que tu me parles du même succès. Puis là, il dit, tu sais, ma belle, à un moment donné, il va falloir que tu apprennes dans notre industrie, dans la vente, que ce soit en immobilier ou que ce soit dans les services financiers, là, vis ton moment de gloire 5 minutes, mais après, tu remets le compteur à zéro puis tu recommences. Mais ça, c'est tough. Ouais. C'est tough. Ouais. Au début, tu sais que ton 5 minutes est fini, là, puis tu travailles, là, tu te dis, damn, là, faut que j'arrête, là, tu sais, faut que je recommence mes affaires, là. Mais dans le livre Power of Now, il parlait de ça aussi. Power of what? Power of Now. OK. Ouais. Il disait que souvent, tu peux rester accroché à des trucs, mais si tu entreprends une tâche qui va utiliser 100% de tes capacités, genre, ben, tu vas passer à d'autres choses. Automatiquement, dans le fond, là, c'est... Donne-moi un exemple concret. Ben, mettons, là, moi, quand je trade le matin, j'ai un bad day, puis je rencontre un client après, là, je travaille fort pour pas que ça paraisse que j'ai eu une mauvaise journée. Mais quand je vais mal l'écouter, à y poser des questions, puis à faire mon travail, j'oublie après ça l'autre partie d'avant. Tu sais, là, je suis rendu dans le moment présent où est-ce que, OK, là, le passé est en arrière, là, puis là, on passe à d'autres choses. Puis si c'est pas une rencontre client, ça, tu sais... Ça peut être, tu sais, si je fais la tondeuse, là, je suis capable de penser en même temps, tu sais. Fait qu'il faut que vraiment tu trouves une façon de t'occuper à 100% pour que tu switches, tu sais, que tu... C'est important de switcher. C'est super important parce que tu peux pas tout le temps être dans une émotion négative ou dans... Non, you gotta switch. Puis souvent, c'est de pas te donner la permission de le faire. Puis souvent, on dit, t'as toujours le choix dans la vie. Non, moi, je me le donne pas le choix. Tu sais, c'est bon, là, t'as fini de chialer, passe au prochain. Puis si ça revient dans ma tête, je le chasse. Puis ça, je le pratique, là, je médite le soir, là, c'est quelque chose de nouveau. Ça fait pas longtemps que je fais ça, mais j'essaie de contrôler c'est quoi les pensées qui viennent dans ma tête parce que sinon, on dirait que ça venait me consumer. Genre, s'il arrivait quelque chose de pas... Ça restait toujours dans le coin de ma tête puis ça avait le potentiel de comme venir mettre un petit nuage sur... Donc, je suis vraiment... J'ai l'impression que je suis en contrôle des idées que je laisse rentrer dans ma tête. Tu sais, je vis dans le moment là. Comme là, je suis avec toi, je t'écoute toi, je me concentre sur toi, puis je pense pas à mon prochain meeting, je pense pas à ce que je vais faire pour souper ce soir. Là. Tu sais, je suis vraiment ici avec toi, puis je pratique ça dans toutes les choses que je fais. Comme, puis ça se développe. Là, ben oui. Tu sais, quand t'es au gym, là, tu fais un rep, next rep. Ouais. Mais des fois, je sais pas si ça t'arrive, mais... Là, tu vas regarder, exemple, le gars à côté, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Mais moi, je me remets à l'ordre. Puis je suis comme, non, focus. I'm benching, non, je devrais pas focuser sur le gars à côté qui est en train de faire des curls, you know? Avant, je répondais au téléphone. Tu sais, si c'est une urgence, là, j'ai pas le choix, là, je vais devoir le faire, tu sais, mais... Avant, je répondais au téléphone. J'étais pas focus autant, tu sais. Maintenant que je track, puis je mets mes écouteurs, le monde est à off. Puis là, c'est le temps genre de performer. Là, puis t'es fier, t'es fâché, tu vis toutes les émotions en même temps. Là, mais c'est là où ce que tu te rends compte, c'est comme un peu le stress. Tu sais, le stress, il peut te tirer du jus, il peut te donner du gaz. Tu sais, si tu sais t'en servir correctement. T'as vu, moi, ça me donne du gaz. Ouais. Je suis carbure à fond la caisse au stress, là. À 100%. Parce que c'est pas juste mauvais, le stress. Puis, je sais pas si t'as remarqué, avant qu'on tourne, là, c'est sûr que comme tout le monde, la première fois que t'arrives dans le studio,
T'es comme, ah, je suis ready, puis là, t'arrives, t'es comme, oh, moi, je pas stressée, guys. Wow. Yeah, OK. Ouais, en tout cas, ouais, mais. Il fait-tu chaud? Ouais, il fait chaud pour vrai parce que sinon j'aurais enlevé mon veston. Mais j'avais utilisé le terme fébrile plutôt que de dire je suis stressé. Ouais, je disais à chaque fois qu'on commence, je suis fébrile ou je suis excité. Exact. Fait que c'est une façon de l'amener sur une note plus positive aussi. T'as raison. Je pense T'as raison, mais c'est pas toujours négatif non plus, le stress. Ouais. Moi, je performe sous le stress. Ouais. Tu sais, la seconde avant de rentrer, par exemple, dans une salle où je vais donner une formation, s'il y a 50, 60, 70 conseillers ou peu importe le nombre, je suis tellement stressée. Là, pendant cette seconde-là, je dis non, mais quel job de merde. Pourquoi je fais cette job? Sûrement en question. Oui, je me remets toute ma vie en question. Mais là, la seconde que je dis la première niaiserie qui va faire rire tout le monde, puis, tu sais, Dieu sait que je me prends pas au sérieux dans la vie. Là. Moi, j'arrive sur le stage, je m'en fous un peu de ce que tu vas en penser. Avant, ça me dérangeait ce que les gens pensaient de moi. Maintenant, rien à battre. Là. Fait que quand je les entends rire, puis là, je sens que j'ai une traction, j'ai une réaction des gens. Là, j'ai la meilleure job au monde. J'adore ce que je fais. Puis là, je suis tellement excitée de parler d'invalidité ou du concept de si. Mais la seconde d'avant, mon ami, I was ready to go. Moi, je allais prendre mes trucs puis partir chez moi. Là. Donc, ça me fait... Je carbure à ça. Si moi, j'ai pas cet élément de stress-là, je suis pas très bonne. Je pense que c'est ce qui fait... Tu disais tantôt que tu avais beaucoup d'intensité. Je pense que c'est ce qui fait aussi que ça te permet d'avoir de la... Je veux pas dire de la surperformance, mais des bonnes performances. Je veux le dire de façon plus neutre, mais tu es reconnu dans le domaine parce que tu performes bien puis tu carbures à la performance aussi. Là. Mais je pense aussi que j'aime ce que je fais. Je pense que ça paraît, là, autant que c'est difficile de faire aimer l'assurance ou l'invalidité, c'est des sujets plus sexy. C'est ça qui est drôle que tu as dit, j'aime ça parler d'invalidité, parce que moi aussi j'aime ça, honnêtement. Puis c'est toi qui m'as aidé à l'amener d'une autre façon, même que tu m'avais expliqué au départ, fait des lettres explicatives quand tu envoies ta demande, tu m'avais accompagné dans plusieurs dossiers, puis ça m'a fait aimer ça encore plus parce que ça s'apprécie quand tu apportes du positif ailleurs aussi. Puis ça fait la différence. Ça fait la différence, autant qu'on dit, fais du storytelling, ça s'applique à ta business aussi. Raconte là ton histoire au tarificateur, au comptable qui va évaluer les finances. C'est comme une histoire qu'on raconte. Puis moi, ça me parle pas mal plus que les chiffres. Puis moi aussi, ça me parle plus depuis que je l'ai vécu. Là, j'ai eu un arrêt de travail que j'ai pris moi-même. Je me suis comme moi-même traité, genre à arrêter de travail puis tout ça. Puis je venais de commencer la nouvelle carrière. Fait que j'avais pas claim, j'avais de l'argent, j'étais correct. J'avais de l'argent, j'étais correct. C'est combien de temps ça a pris récupérer cet argent-là après, quand j'étais back to business? Là? Fait que, long time. C'est un petit peu ça l'idée aussi là, dans le storytelling, dans l'entrepreneuriat. Je pense que la communauté d'entrepreneuriat, c'est d'essayer de s'aider pour pouvoir éviter genre de pogner des potholes comme toi t'as pogné, de le partager aux autres. Puis... puis de s'auto, dans l'exemple que tu as donné, s'auto-assurer, c'était pas la chose la plus brillante à faire non plus. Ça coûtait bien trop cher pour rien de faire ça. 15, combien d'années. Mais tu l'as vécu maintenant, donc tu vas te servir de ton expérience pour justement éviter que tes clients fassent les mêmes erreurs. Là. Oui, puis selon toi, c'est quoi qui bloque les gens autant par rapport à ce sujet-là, l'assurance invalidité? Est-ce que tu penses parce que ça s'applique pas à eux? Tu penses qu'eux, ils vont rentrer pareil, puis ils se voient pas arrêter? Je pense que ça dépend de ta clientèle. Parce que, puis évidemment, je suis pas en train de dénigrer personne, il n'y a pas de sous-métier, puis je suis pas en train de catégoriser les gens. Par contre, dans ton marché à toi, quand on parle d'un marché d'entrepreneurs, les professionnels établis, quand on pense d'exécutifs, toi, c'est vraiment cette clientèle-là qui t'excite. C'est ça, c'est les gens que t'aimes aider, pas que t'aimes pas aider les milieux familiales. C'est pas ce que parce qu'ils le voient plus comme une stratégie, c'est pour ça. Exact. Donc, je trouve pas que tu as une clientèle qui va venir s'objecter à l'invalidité parce que c'est très logique pour eux. C'est comme, OK, tu veux faire de la gestion de risque, t'as raison, c'est quoi le coût? Donc, en fait, ce que j'aime de ta clientèle, puis pourquoi j'aime travailler avec les courtiers qui ont une clientèle de professionnels, c'est que vous parlez le même langage. Toi, tu le vulgarises pour eux, tu leur expliques, voici ta situation, voici une photo de toi aujourd'hui, voici où est-ce que je veux t'amener. Si c'est logique pour eux, ils embarquent. Donc, c'est une clientèle, en fait, je trouve qu'il n'y a pas tant de négociations.
comme tu dois expliquer. Tu dois vraiment expliquer. C'est une discussion, puis c'est toujours à propos de leur business. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer dans tel scénario si tu n'es pas en mesure. Donc, tu n'es pas en train de négocier, pas en train de vendre. C'est non, ça, c'est ça. souvent Tu regardes les options, puis tu Ouais. choisis avec la personne, c'est laquelle qui lui convient le mieux. Tu sais, puis quand on fait l'exemple d'un produit d'assurance invalidité, moi, j'aime ça partir au plafond. On part là, au maximum qu'on est capable d'aller chercher. Puis là, comme là, ça les shake là, au début. C'est cher. Mais là, après ça, tu commences à décortiquer. Puis ouais, mais ça, c'est le bassin dans lequel on peut se baigner. Là, s'il y a une section que tu trouves plus chaude ou que tu aimes aller. Mais tu apportes un bon point. Puis je comprends un peu la mentalité en passant de nos clients. De dire « Ah, mais c'est tellement cher. » Parce que, contrairement à l'assurance vie, tu sais, moi, on va dire demain matin, j'ai 36 ans, je suis une femme non-fumeur. Je décide de me prendre un T20, là, un temporaire 20 ans, 2 millions. Ça coûtera pas très cher. Là. Non. Tu sais, je vais m'en sortir avec une prime qui est relativement abordable. Contrairement à l'invalidité, si je décide d'assurer, on va dire que je fais 300, 400 000 par année, on dit n'importe quoi, je décide d'aller me chercher un 12 000 de prestations mensuelles. La façon que ton cerveau est fait, c'est attends, 2 millions d'assurance vie pendant 20 ans, ça coûte XY. Je dis n'importe quoi, là, mais on va dire 100 $ par mois. Puis là, 12 000 d'assurance invalidité va me coûter 279 $ par mois. Donc, je pense que c'est la façon qu'on le présente à nos clients qui est peut-être pas la bonne. Alors, plutôt que de présenter le 12 000, pourquoi tu présentes pas c'est quoi le potentiel de payout de ta police? Moi, j'ai 36 ans. Si je réclame jusqu'à 65 ans, je réclame pendant combien d'années? Fait que multiplie donc ton 12 000 par 12 fois le nombre d'années comme 31 ans. Là. T'amènes un bon point. T'amènes un bon point parce que même dans les réclamations, j'ai vécu ça. Quelqu'un qui m'a dit, mettons, premièrement, la réclamation, quand t'es en arrêt, tu sais pas. La vérité, c'est que tu sais pas quand tu reviens. Ben non. Tout le monde pense qu'ils reviennent vite. Là. Ça, c'est une des premières fausses croyances que les gens devraient défaire. Il y a quelqu'un avec qui on a fait une réclamation. Ouais, mais en invalidité ou en invalidité. Okay. Puis t'es comme, ouais, mais dans le fond, tu sais, il y aurait juste pour 6 mois, genre, tu sais, ça vaut-tu la peine de se taper cet ouvrage-là, d'ouvrir le dossier? Ben, la raison, c'est oui. La raison, c'est oui, parce que si c'est plus que 6 mois, là, puis ça dure 2 ans. C'est une récidive. Exact. Qu'est-ce qui dit que t'auras pas une récidive si tu vas pas retomber en invalidité? Tu vas être content tabarnouche de l'avoir fait. Exact. C'est vrai que c'est ardu, mais ça, c'est ton rôle. Ouais. Tu es là pour l'accompagner, tu es là pour l'aider, tu es là pour... Tu sais, le client ne sera pas tout seul. Là. Tu vas être là pour l'aider, pour remplir les documents. Donc... Oui, puis la période d'arrêt que la personne estimait, ben avec la prestation que ça lui donnait, c'était comme 200 000 $, non imposable. Imagine. Fait que j'étais comme, tu sais, est-ce que tu peux vraiment prendre le guess de ne pas le prendre? Tu la payes par mois. Genre, ouvre ton dossier pour la réclamation. Là. Tu vas pas tomber sa blacklist après, là, puis ils vont dire, hey, lui, là, il a ouvert une réclamation l'autre fois, là, check-les, lui, la prochaine fois. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu peux en ouvrir 50 réclamations si tu veux. Il n'y a pas, ah, ta police est expirée. Non, c'est garanti. Du moins, pour les produits chez RBC, les produits garantis, c'est jusqu'à 65 ans. Si tu veux réclamer 12 fois, ben, réclame 12 fois, for what I care. Exact. Moi, je peux le payer jusqu'à 65 ans. Ben, je trouvais ça bien qu'on utilise le podcast pour démonter cette croyance-là aussi. Puis, il y a une autre croyance aussi là, que je voulais qu'on démonte, c'était l'arrêt total versus l'arrêt partiel. Il y a des gens qui vont être... On en a parlé la semaine passée. Ben, on voulait en parler là, dans l'autre épisode qu'on a fait ensemble, mais était un peu plus technique, où est-ce qu'on touchait plus ce sujet. Aujourd'hui, on a parlé un peu plus de mindset et de discipline, mais quand même, je voulais pas qu'on termine... Je suis contente que tu en parles. Sans qu'on en parle. Je suis contente que tu en parles. Juste pour mettre les gens en contexte, en fait, là, c'est que souvent, quand un courtier, un conseiller rencontre des clients, une des objections qui revient souvent des entrepreneurs, donc des clients qui ont leur propre entreprise ou les travailleurs autonomes, c'est « Ouais, mais moi, je serai jamais totalement invalide. » Puis ça, c'est le genre de phrase que tu m'entendrais moi aussi probablement dire, parce que, tu sais, le syndrome de Superman, là, on l'a un peu tous quand on est en business, surtout quand on n'est pas rémunéré à l'heure. Tu sais, comme moi, je suis pas rémunéré à l'heure, je suis vraiment... mes performances font que je fais du show up, définitivement. Donc, tu sais, puis Hugo, par exemple, tu es commissionné à la commission, des bonifications, des gratifications, peu importe. Bref, ou même les professionnels qui sont payés à honoraires, comme les avocats, les comptables. Cette croyance, ou du moins l'éventualité d'être totalement invalide, dans ma tête à moi, elle est presque impossible. Puis je vais vous dire pourquoi. C'est que jamais j'arrêterai vraiment de travailler parce que moi, la seconde que je suis pas là pour répondre à tes demandes, à t'accompagner sur la route, ça va avoir un impact direct sur mes revenus. Direct puis ton rythme sur de mes vie. revenus.
Et 100%. Sur, Donc, mon ta maison, ton revenu- auto, tes voyages, ton linge, ce que tu manges, tout, là. Oui, parce que je suis pas une salariée. Ouais. Donc, tu sais, c'est pas aussi simple de dire ah ben moi je suis totalement invalide, gars. Non, moi j'ai toujours un facteur de motivation qui est beaucoup plus élevé parce que si on regardait, imagine un scénario où j'étais pas totalement invalide. Pour une raison XY, là, je fais un traitement de chimio, là, God forbid, là, qu'il m'arrive quelque chose, mais on s'entend que le commun des mortels prendrait le temps, ferait ses traitements, prendrait du temps pour c'est ce pour qui se serait reposer. recommandé C'est aussi, en fait. 100%. Là, tu veux pas commencer à aller sa route avec Ouais. des courtiers. Alors, mais la réalité, c'est qu'un entrepreneur, il va pousser son corps le plus loin qu'il peut le pousser. Puis si son cellulaire, il sonne, il reçoit un texto, un courriel, son adjointe lui pose une question, il va répondre. Mais ça, là, ça vient te disqualifier d'être totalement invalide. Ton contrat, il dit « Hey, t'es pas censé travailler, t'es censé être invalide. » Donc, des gens comme moi, des gens comme toi, tes clients qui sont entrepreneurs, mais eux, là, le total, j'ai comprends de dire « Ça me paiera jamais, ça me rejoint pas. J'arrêterai jamais. » Donc, quand on veut parler leur langage à eux, ou si tu voulais me vendre une police à moi, là, si tu voulais me recommander quelque chose, si j'en avais pas, tu me parlerais plutôt si tu disais « Hey, Marianne, si je t'offrais un produit qui regarderait tes revenus pré-invalidité. » Fait qu'on va dire, avant d'être invalide, moi, je gagnais 500 000 par année. Je dis n'importe quoi, là. Donc, je gagnais 500 000 par année. Mais depuis que je suis invalide, je suis pas totalement invalide parce que je continue à faire certaines tâches, je réponds à tes textos, je fais tes Mes revenus ont baissé de illustrations. 50%. Exact. Mes revenus ont baissé de 60-70%. Ben, il y a des définitions, puis je ne rentrerai pas dans la technique de te dire résiduel. Ça s'appelle en effet résiduel, mais il y a ce type de définition-là qui est disponible. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir compenser ton manque à gagner. Donc, ça va regarder c'est quoi ton pourcentage de perte, puis c'est ça que ça va payer. Donc, évidemment, si tu as une perte supérieure à 80%, je vais te payer en total, là, puis ça va finir là. Mais il faut arrêter de tout le temps faire les scénarios catastrophes. Genre, tu vas être totalement invalide. Non, moi, tu parles pas mon langage quand tu dis ça parce que over my dead body que moi, je vais arrêter. Puis ça, c'est ma mentalité. Puis t'es pas la seule qui pense comme ça non plus. Non, la majorité. Parle à un associé d'une grosse firme de comptables centre-ville de Montréal. Tu l'arrêteras jamais. Là. C'est des chevals de course, ces gars-là. C'est des chevaux, de course. Là. C'est du monde que tu n'arrêtes jamais. Donc, va parler leur langage. Parle de remplacement de revenus. Parle de non, tu ne seras pas totalement invalide, mais ça se peut-tu que tu perdes des revenus? Ça se peut-tu que tu fasses un peu moins d'argent parce que tu as un traitement à aller chercher ou OK, ouais, là, ça se peut. Là, tu commences à parler de son langage. Mais parle pas de total avec quelqu'un qui travaille 70-80 heures semaine. Mais non. C'est pas, c'est pas réaliste. Oui, je suis d'accord. Puis je pense que là, vous saisissez pourquoi que j'invite Marianne sur le show. Je trouve que tu as amené des points qui sont vraiment importants à discuter. Puis, est-ce que tu avais d'autres commentaires ou trucs que tu voulais ajouter avant qu'on mette fin à l'épisode? Non, ben écoute, j'aime ça. Moi, j'aurais pu continuer super longtemps. T'as encore des heures de studio. Let's go! Il m'en reste, là, mais il faut en garder un peu pour les autres invités. Partager. Ça me fait plaisir de te réinviter. Merci encore beaucoup, Marianne. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de laisser un like et de vous inscrire au podcast. Puis, comment est-ce que les gens peuvent te rejoindre s'ils veulent entrer en contact avec toi? Ben, vous pouvez pas entrer en communication avec moi. Vous devez aller, si vous faites affaire avec Hugo, évidemment, je suis sa consultante chez RBC. Si vous êtes courtier et je m'occupe de votre agent général, je peux aussi vous aider. Mais sinon, appelez plutôt Hugo. C'est Hugo qui va pouvoir vous aider. Merci, Marianne. Merci tout le monde. Bonne fin de journée.